Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais commencer la lecture du roman Elle et lui de George Sand. C'est en fait un roman autobiographique sur la relation entre George Sand et Alfred de Musset, avec qui elle est restée assez longtemps. Et voilà, j'ai commencé cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. À Mademoiselle Jacques. Ma chère Thérèse, puisque vous me permettez de ne pas vous appeler Mademoiselle, apprenez une nouvelle importante dans le monde des arts, comme dit notre ami Bernard. Tiens, ça rime. Mais ce qui n'a ni rime ni raison, c'est ce que je vais vous raconter. Figurez-vous qu'hier, après vous avoir ennuyé de ma visite, je trouvais en rentrant chez moi un milord anglais. Après ça, ce n'est peut-être pas un milord, mais pour sûr, c'est un anglais. Lequel me dit en son patois. Vous êtes peintre? Yes, milord. Vous faites la figure? Yes, milord. Et les mains? Yes, milord. Les pieds aussi. Bon, très bon. Oh, je suis sûre. Eh bien, voulez-vous faire le portrait de moi? De vous? Pourquoi pas? Le pourquoi pas fut dit avec tant de bonhomie que je cessai de le prendre pour un imbécile. D'autant plus que le fils d'Albion est un homme magnifique. C'est la tête d'Antinous sur les épaules d'un Anglais. C'est un type grec de la meilleure époque, sur le buste un peu singulièrement habillé et cravaté d'un spécimen de la fashion britannique. Ma foi, lui ai-je dit, vous êtes un beau modèle, à coup sûr, et j'aimerais faire de vous une étude à mon profit. Mais je ne peux pas faire votre portrait. Pourquoi donc? Parce que je ne suis pas peintre de portrait. Oh! Est-ce qu'en France, vous payez une patente pour telle ou telle spécialité dans les arts? Non. Mais le public ne nous permet guère de cumuler. Il veut savoir à quoi s'en tenir sur notre compte, quand nous sommes jeunes surtout. Et si j'avais, moi qui vous parle et qui suis fort jeune, le malheur de faire de vous un bon portrait, j'aurais beaucoup de peine à réussir à la prochaine exposition avec autre chose que des portraits. De même que si je ne faisais de vous qu'un portrait médiocre, on me défendrait d'en jamais essayer d'autres. On décréterait que je n'ai pas les qualités de l'emploi et que j'ai été un présomptueux de m'y risquer. Je racontais à mon anglais beaucoup d'autres sornettes dont je vous fais grâce et qui lui firent ouvrir de grands yeux, après quoi il se mit à rire et je vis clairement que mes raisons lui inspiraient le plus profond mépris pour la France, sinon pour votre petit serviteur. Tranchons le mot, dit-il. Vous n'aimez pas le portrait. Comment? Pour quel Welsh me prenez-vous? Dites plutôt que je n'ose pas encore faire le portrait et que je ne saurais pas le faire, vu que de deux choses l'une, ou c'est une spécialité qui n'en admet pas d'autre, ou c'est la perfection. Et comme qui dirait la couronne du talent. Certains peintres, incapables de rien composer, peuvent copier fidèlement et agréablement le modèle vivant. Ceux-là ont un succès assuré, pour peu qu'ils sachent présenter le modèle sous son aspect le plus favorable. Et qu'ils aient l'adresse de l'habiller à son avantage tout en l'habillant à la mode. Mais quand on n'est qu'un pauvre peintre d'histoire, très apprenti et très contesté, comme j'ai l'honneur d'être, on ne peut pas lutter contre des gens du métier. Je vous avoue que je n'ai jamais étudié avec conscience les plis d'un habit noir et les habitudes particulières d'une physionomie donnée. Je suis un malheureux inventeur d'attitudes, de types et d'expressions. Il faut que tout cela obéisse à mon sujet, à mon idée, à mon rêve, si vous voulez. Si vous me permettiez de vous costumer à ma guise et de vous poser dans une composition de mon cru. Encore tenez. Cela ne vaudrait rien, ce ne serait pas vous. Ce ne serait pas un portrait à donner à votre maîtresse. Encore moins à votre femme légitime. Ni l'une ni l'autre ne vous reconnaîtrait. Donc ne me demandez pas maintenant ce que je saurais pourtant faire un jour si par hasard je deviens Rubens ou Titien. Parce que
Alors je saurai rester poète et créateur tout en étreignant sans effort et sans crainte la puissante et majestueuse réalité. Malheureusement, il n'est pas probable que je devienne quelque chose de plus qu'un fou ou une bête. Lisez M.M., tel et tel qui l'ont dit dans leur feuilleton. Figurez-vous bien, Thérèse, que je n'ai pas dit à mon anglais un mot de ce que je vous raconte. On arrange toujours quand on se fait parler soi-même. Mais de tout ce que je pus lui dire pour m'excuser de ne pas savoir faire le portrait, rien ne servit que ce peu de paroles. Pourquoi diable ne vous adressez-vous pas à mademoiselle Jacques ? Il fit 3 fois « Oh !» Après quoi, il me demanda votre adresse. Et le voilà parti sans faire la moindre réflexion, en me laissant très confus et très irrité de ne pouvoir achever ma dissertation sur le portrait. Car enfin, ma bonne Thérèse, si cet animal de bel anglais va chez vous aujourd'hui, comme je l'en crois capable, et qu'il vous redise tout ce que je viens de vous écrire, c'est-à-dire tout ce que je ne lui ai pas dit sur les faiseurs et sur les grands maîtres, qu'allez-vous penser de votre ingrat ami ? Qu'il vous range parmi les premiers et qu'il vous juge incapable de faire autre chose que des portraits bien jolis qui plaisent à tout le monde ? Ma chère amie, si vous aviez entendu tout ce que je lui ai dit de vous quand il a été parti, vous le savez. Vous savez que pour moi, vous n'êtes pas mademoiselle Jacques, qui fait des portraits ressemblants très en vogue, mais un homme supérieur qui s'est déguisé en femme et qui, sans avoir jamais fait l'académie, devine et sait faire deviner tout un corps et toute une âme dans un buste, à la manière des grands sculpteurs de l'Antiquité et des grands peintres de la Renaissance. Mais je me tais. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ce qu'on pense de vous. Vous faites semblant de prendre cela pour des compliments. Vous êtes très orgueilleuse, Thérèse. Je suis tout à fait mélancolique aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai si mal déjeuné ce matin. Je n'ai jamais si mal mangé que depuis que j'ai une cuisinière. Et puis on ne peut plus avoir de bon tabac. La régie vous empoisonne. Et puis on m'a apporté des bottes neuves qui ne vont pas du tout. Et puis il pleut. Et puis que sais-je ? Les jours sont longs comme des jours sans pain depuis quelque temps. Vous ne trouvez pas, vous ? Non, vous ne trouvez pas. Vous ne connaissez pas le malaise, le plaisir qui ennuie, et l'ennui qui grise, le mal sans nom dont je vous parlais l'autre soir dans ce petit salon lilas où je voudrais être maintenant, mais... Car j'ai un jour affreux pour peindre. Et ne pouvant peindre, j'aurais du plaisir à vous assommer de ma conversation. Je ne vous verrai donc pas aujourd'hui. Vous avez là une famille insupportable qui vous vole à vos amis les plus précieux. Je vais donc être forcée ce soir de faire quelque affreuse sottise. Voilà l'effet de votre bonté sur moi, ma chère grande camarade. C'est de me rendre si sot et si nul quand je ne vous vois plus, qu'il faut absolument que je m'étourdisse au risque de vous scandaliser. Mais soyez tranquille, je ne vous raconterai pas l'emploi de ma soirée. Votre ami et serviteur, Laurent. À Monsieur Laurent de Fauvel. D'abord, mon cher Laurent, je vous demande si vous avez pour moi quelque amitié et de ne pas faire trop souvent de sottises qui nuisent à votre santé. Je vous permets toutes les autres. Vous allez me demander d'en citer une et me voilà fort embarrassée, car en fait, de sottises, j'en connais peu qui ne soient nuisibles. Reste à savoir ce que vous appelez sottise. S'il s'agit de ces longs soupers dont vous me parliez l'autre soir, je crois qu'ils vous tuent. Et je m'en désole. À quoi songez-vous, mon Dieu, de détruire ainsi, de gaieté de cœur, une existence si précieuse et si belle ? Mais vous ne voulez pas de sermon, je me borne à la prière. Quant à votre anglais, qui est un Américain, je viens de le voir, et puisque je ne vous verrai ni ce soir, ni peut-être demain, à mon grand regret, il faut que je vous dise que vous avez tout à fait tort de ne pas vouloir faire son portrait. Il vous eût offert les yeux de la tête, et les yeux de la tête d'un Américain comme Dick Palmer, c'est beaucoup de billets de banque dont vous avez besoin, précisément pour ne pas faire de sottises, c'est-à-dire pour ne pas courir le brelan dans l'espoir d'un coup de fortune qui n'arrive jamais aux gens d'imagination, vu que les gens d'imagination ne savent pas jouer.
qu'ils perdent toujours et qu'il leur faut ensuite demander à leur imagination de quoi payer leurs dettes. Métier pour lequel cette princesse-là ne se sent pas faite et auquel elle ne se plie qu'en mettant le feu au pauvre corps qu'elle habite. Vous me trouvez bien positive, n'est-ce pas? Ça m'est égal. D'ailleurs, si nous prenons la question de plus haut, toutes les raisons que vous avez données à votre Américain et à moi ne valent pas 2 sous. Vous ne savez pas faire le portrait, c'est possible, ça est même certain. S'il faut le faire dans les conditions du succès bourgeois, mais M. Palmer n'exigeait nullement qu'il en fût ainsi. Vous l'avez pris pour un épicier et vous vous êtes trompé. C'est un homme de jugement et de goût qui s'y connaît et qui a pour vous de l'enthousiasme. Jugez si je l'ai bien reçu. Il venait à moi comme un pis-aller. Je m'en suis fort bien aperçue et je lui en suis gré. Aussi l'ai-je consolé en lui promettant de faire tout mon possible pour vous décider à le peindre. Nous parlerons donc de cette affaire après-demain, car j'ai donné rendez-vous au dit Palmer pour le soir, afin qu'il m'aide à plaider sa propre cause et qu'il emporte votre promesse. Sur ce, mon cher Laurent, désennuyez-vous de votre mieux de ne pas me voir pendant 2 jours. Cela ne vous sera pas difficile. Vous connaissez beaucoup de gens d'esprit et vous avez le pied dans le plus beau monde. Moi, je ne suis qu'une vieille prêcheuse qui vous aime bien, qui vous conjure de ne pas vous coucher tard toutes les nuits et qui vous conseille de ne faire d'excès et abus de rien. Vous n'avez pas ce droit-là, le génie oblige. Votre camarade, Thérèse Jacques. À Mademoiselle Jacques. Ma chère Thérèse, je pars dans 2 heures pour une partie de campagne avec un comte et un prince. Il y aura de la jeunesse et de la beauté à ce que l'on assure et je vous promets et vous jure de ne pas faire de sottises et de ne pas boire de champagne. Sans me le reprocher amèrement. Que voulez-vous? J'eusse certainement mieux aimé flâner dans votre grand atelier et déraisonner dans votre petit salon lilas, mais puisque vous êtes en retraite avec vos 36 cousins de province, vous ne vous apercevrez certainement pas non plus de mon absence après-demain. Vous aurez la délicieuse musique de l'accent anglo-américain pendant toute la soirée. Ah, il s'appelle Dick, ce bon monsieur Palmer. Je croyais que Dick était le diminutif familier de Richard. Il est vrai qu'en fait de langue, je sais tout au plus le français. Quant au portrait, n'en parlons plus. Vous êtes 1000 fois trop maternelle, ma chère Thérèse, de penser à mes intérêts au détriment des vôtres. Bien que vous ayez une belle clientèle, je sais que votre générosité ne vous permet pas d'être riche et que quelques billets de banque de plus seront beaucoup mieux entre vos mains qu'entre les miennes. Vous les emploierez à faire des heureux et moi je les jetterai sur un brelan, comme vous dites. D'ailleurs, jamais je n'ai été moins en train de faire de la peinture. Il faut pour cela 2 choses que vous avez. La réflexion et l'inspiration. Je n'aurai jamais la première et j'ai eu la seconde. Aussi en suis-je dégoûtée comme d'une vieille folle qui m'a éreintée et me promenant à travers champs sur la croupe maigre de son cheval d'Apocalypse. Je vois bien ce qui me manque. N'en déplaise à votre raison, je n'ai pas encore assez vécu et je pars pour 3 ou 7 jours avec Madame Réalité, sous la figure de plusieurs nymphes du corps de ballet de l'opéra. J'espère bien à mon retour être l'homme du monde le plus accompli, c'est-à-dire le plus blasé et le plus raisonnable. Votre ami, Laurent. Chapitre 1. Thérèse comprit fort bien, à première vue, le dépit et la jalousie qui avaient dicté cette lettre. Et pourtant, se dit-elle, il n'est pas amoureux de moi. Oh non, certes, il ne sera jamais amoureux de personne et de moi moins que de tout autre. Et tout en relisant et rêvant, Thérèse craignait de se sentir à elle-même, en cherchant à se persuader que Laurent ne courait aucun danger auprès d'elle. Mais quoi, quel danger ? Se disait-elle encore. Souffrir d'un caprice non satisfait? Souffre-t-on beaucoup pour un caprice? J'en sais rien, moi. J'en ai jamais eu. Mais la pendule marquait 5 heures de l'après-midi. Et Thérèse, après avoir mis la lettre dans sa poche, demanda son chapeau, donna congé à son domestique pour 24 heures, fit à sa fidèle vieille Catherine diverses recommandations particulières et monta en fiacre. 2 heures après,
Elle rentrait avec une petite femme mince, un peu voûtée et parfaitement voilée, dont le cocher même ne vit pas la figure. Elle s'enferma avec cette personne mystérieuse et Catherine leur servit un petit dîner tout à fait succulent. Thérèse soignait et servait sa compagne, qui la regardait avec tant d'extase et d'ivresse qu'elle ne pouvait pas manger. De son côté, Laurent se disposait à la partie de plaisir annoncée, mais quand le prince vint le prendre avec sa voiture, Laurent lui dit qu'une affaire imprévue le retenait encore 2 heures à Paris et qu'il le rejoindrait à la maison de campagne dans la soirée. Laurent n'avait pourtant aucune affaire. Il s'était habillé avec une hâte fiévreuse, il s'était fait coiffer avec un soin particulier et puis il avait jeté son habit sur un fauteuil. Et il avait passé sa main dans les boucles trop symétriques de ses cheveux, sans songer pourtant à l'air qu'il pouvait avoir. Il se promenait dans son atelier, tantôt vite, tantôt lentement. Mais le prince fut parti en lui faisant 10 fois promettre de se hâter de partir lui-même. Il courut sur l'escalier pour le prier de l'attendre et lui dire qu'il renonçait à toute affaire pour le suivre. Mais il ne le rappela point et passa dans sa chambre, où il se jeta sur son lit. Pourquoi me ferme-t-elle la porte pour 2 jours? Il y a quelque chose là-dessous. Et quand elle me donne rendez-vous pour le 3e jour, c'est afin de me faire rencontrer chez elle un Anglais ou un Américain que je ne connais pas. Mais elle le connaît certainement, elle, ce Palmer, qu'elle appelle par son petit nom. D'où vient alors qu'il m'a demandé son adresse? Est-ce une feinte? Pourquoi feindrait-il avec moi? Je ne suis pas l'amant de Thérèse, je n'ai aucun droit sur elle. L'amant de Thérèse, je ne le serai certainement jamais. Dieu m'en préserve, une femme qui a 5 ans de plus que moi, peut-être davantage, qui sait l'âge d'une femme, et de celle-là précisément dont personne n'en sait rien. Un passé si mystérieux doit couvrir quelque énorme sottise, peut-être une honte bien conditionnée, et avec cela, elle est prude et dévote, ou philosophe, qui peut savoir. Elle parle de tout avec une impartialité ou une tolérance, ou un détachement. Sait-on ce qu'elle croit? Ce qu'elle ne croit pas, ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, et si seulement elle est capable d'aimer? Mercourt, un jeune critique, ami de Laurent, entra chez lui. « Je sais, lui dit-il, que vous partez pour Montmorency, aussi je ne fais qu'entrer et sortir pour vous demander une adresse, celle de mademoiselle Jacques. » Laurent tressaillit. « Et que diable voulez-vous à mademoiselle Jacques ?» répondit-il en faisant semblant de chercher du papier pour rouler une cigarette. « Moi ? Bah, rien. C'est-à-dire, si, je voudrais bien la connaître, mais je ne connais que de vue et de réputation. C'est pour une personne qui veut se faire peindre que je demande son adresse. Vous la connaissez de vue, mademoiselle Jacques? Parbleu, elle est tout à fait célèbre et qui ne l'a remarqué? Elle est faite pour cela. Vous trouvez? Eh bien, et vous? Moi? J'en sais rien. Je l'aime beaucoup, je suis pas compétent. Vous l'aimez beaucoup. Ouais. Vous voyez, je le dis, ce qui est la preuve que je ne lui fais pas la cour. Vous la voyez souvent? Quelquefois. Alors vous êtes son ami? Sérieux? Eh bien oui, un peu. Pourquoi riez-vous? Parce que je n'en crois rien. À 24 ans, on n'est pas l'ami sérieux d'une femme jeune et belle. Bah, elle n'est ni si jeune ni si belle que vous dites. C'est un bon camarade, pas désagréable à voir, voilà tout. Pourtant, elle appartient à un type que je n'aime pas et je suis forcée de lui pardonner d'être blonde. Je n'aime pas les blondes qu'en peinture. Elle n'est pas déjà si blonde. Elle a les yeux d'un noir doux, des cheveux qui ne sont ni bruns ni blonds et qu'elle arrange singulièrement. Au reste, ça lui va. Elle a un air... Elle a l'air d'un sphinx, bon enfant. Le mot est joli. Mais vous aimez les grandes femmes, vous? Elle n'est pas très grande, elle a 2 petits pieds, 2 petites mains. C'est une vraie femme. Je l'ai bien regardée puisque j'en suis amoureux. Tiens, quelle idée vous avez là? Ça ne vous fait rien, puisqu'en tant que femme, elle ne vous plaît pas. Mon cher, elle me plairait que ce serait tout comme. Dans ce cas-là, je tâcherai d'être mieux avec elle que je ne suis. Mais je ne serai pas amoureuse à un état que je ne fais pas. Par conséquent, je ne serai pas jaloux. Poussez donc votre pointe.
si bon vous semble. Moi? Oui, si je trouve l'occasion, mais je n'ai pas le temps de la chercher. Et au fond, je suis comme vous, Laurent, parfaitement enclin à la patience, vu que je suis d'un âge et d'un monde où le plaisir ne manque pas. Mais, puisque nous parlons de cette femme-là et que vous la connaissez, dites-moi donc, c'est pure curiosité de ma part, je vous le déclare, si elle est veuve ou quoi? Je voulais dire si elle est veuve d'un amant ou d'un mari. J'en sais rien, moi. Pas possible. À parole d'honneur, je lui ai pas demandé. Ça m'est si égal. Savez-vous ce qu'on dit? Non, je ne m'en soucie pas. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, vous voyez bien que vous vous en souciez. On dit qu'elle a été mariée à un homme riche et titré. Mariée. Ah, on ne peut plus marier. Par devant monsieur le maire et monsieur le curé. Quelle bêtise. Elle porterait son nom et son titre. Ah, voilà, il y a un mystère là-dessous. Quand j'aurai le temps, je chercherai ça et je vous en ferai part. On dit qu'elle n'a pas d'amant connu. Bien qu'elle vive avec une grande liberté, d'ailleurs vous devez savoir cela, vous. Je n'en sais pas le premier mot. Ça, vous croyez donc que je passe ma vie à observer ou à interroger les femmes? Je ne suis pas un flâneur comme vous, moi. Je trouve la vie très courte pour vivre et travailler. Vivre, je ne dis pas. Il paraît que vous vivez beaucoup. Quant à travailler, on dit que vous ne travaillez pas assez. Voyons, qu'est-ce que vous avez là? Laissez-moi voir. Non, ce n'est rien. Je n'ai rien de commencer ici. Si fait, cette tête-là, c'est très beau, diable. Laissez-moi donc voir. Ou je vous malmène dans mon prochain salon. Ah, vous en êtes bien capable. Oui, quand vous le mériterez. Mais pour cette tête-là, c'est superbe et s'admire tout bêtement. Qu'est-ce que ce sera? Est-ce que je sais? Voulez-vous que je vous le dise? Vous me ferez le plaisir. Faites-en une sibylle. On coiffe ça comme on veut. Cela n'engage à rien. Tiens, c'est une idée. Et puis on ne compromet pas la personne à qui ça ressemble. Ça ressemble à quelqu'un? Parbleu, mauvais plaisant, vous croyez que je ne le reconnais pas? Allons, mon cher, vous avez voulu vous moquer de moi. Puisque vous niez tout, même les choses les plus simples, vous êtes l'amant de cette figure-là. La preuve, c'est que je m'en vais à Montmorency, dit froidement Laurent en prenant son chapeau. Ça n'empêche pas, répondit Mercour. Laurent sortit et Mercour, qui était descendu avec lui, le vit monter dans une petite voiture de remise. Mais Laurent se fit conduire au bois de Boulogne, où il dîna tout seul dans un petit café et d'où il revint à la nuit tombée, à pied et perdu dans ses rêveries. Le bois de Boulogne n'était pas à cette époque ce qu'il est aujourd'hui. C'était plus petit d'aspect, plus négligé, plus pauvre, plus mystérieux et plus champêtre. On y pouvait rêver. Les Champs-Élysées, moins luxueux et moins habités qu'aujourd'hui, avaient de nouveaux quartiers où se louaient encore à bon marché de petites maisons avec de petits jardins d'un caractère très intime. On y pouvait vivre et travailler. C'est dans une de ces maisonnettes blanches et propres au milieu des lilas en fleurs et derrière une grande haie d'aubépines fermée d'une barrière peinte en vert que demeurait Thérèse. On était au mois de mai. Le temps était magnifique. Comment Laurent se trouva, à 9 heures derrière cette haie dans la rue déserte et inachevée où les réverbères n'avaient pas encore été installés, et sur les talus de laquelle poussaient encore les orties et les folles herbes, c'est ce que lui-même eût été embarrassé d'expliquer. La haie était fort épaisse, et Laurent tourna sans bruit, tout autour, sans apercevoir autre chose que des feuilles légèrement dorées par une lumière qu'il supposa placée dans le jardin, sur une petite table auprès de laquelle il avait l'habitude de fumer quand il passait la soirée chez Thérèse. On fumait donc dans le jardin. Ou on y prenait le thé, comme cela arrivait quelquefois. Mais Thérèse avait annoncé à Laurent qu'elle attendait toute une famille de province. Et il n'entendait que le chuchotement mystérieux de deux voix, dont l'une lui paraissait être celle de Thérèse. L'autre parlait tout à fait bas. Était-ce celle d'un homme? Laurent écouta en avoir des tintements dans les oreilles jusqu'à ce qu'enfin, il entendit, ou crut entendre, ces mots dits par Thérèse. Que m'importe tout cela? Je n'ai plus qu'un amour sur la terre et c'est vous.
À présent, se dit Laurent en quittant précipitamment la petite rue déserte et en revenant sur la chaussée bruyante des Champs-Élysées, me voilà bien tranquille. Elle a un amant. Au fait, elle n'était pas obligée de me confier cela. Seulement, elle n'était pas obligée de parler en toute occasion de manière à me faire croire qu'elle n'était et ne voulait être à personne, pardon. C'est une femme comme les autres, le besoin de mentir avant tout. Qu'est-ce que ça me fait? Je ne l'aurais pourtant pas cru. Et même s'il faut bien que j'aie la tête un peu montée pour elle sans me l'avouer, puisque j'étais là aux écoutes, faisant le plus lâche des métiers quand ce n'est pas un métier de jaloux, je ne peux pas m'en repentir beaucoup. Cela me sauve d'une grande misère et d'une grande duperie, celle de désirer une femme qui n'a rien de plus désirable que tout autre, pas même la sincérité. Laurent arrêta une voiture qui passait vide et alla à Montmorency. Il se promettait d'y passer 8 jours et de ne pas remettre les pieds chez Thérèse avant 15. Cependant, il ne resta que 48 heures à la campagne et se trouva le 3e soir à la porte de Thérèse, juste en même temps que M. Richard Palmer. « Oh !» dit l'Américain en lui tendant la main, « je suis content de vous voir. » Laurent ne put se dispenser de tendre aussi la main, mais il ne put s'empêcher de demander à M. Palmer pourquoi il était si content de le voir. L'étranger ne fit aucune attention au ton passablement impertinent de l'artiste. « Je suis content parce que j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup vous, reprit-il avec une cordialité irrésistible. Et j'aime vous parce que j'admire vous beaucoup. » Comment? Vous voilà? Dit Thérèse étonnée à Laurent. Je ne comptais plus sur vous ce soir. Et il sembla au jeune homme qu'il y avait un accent de froideur inusité dans ces simples paroles. Ah, lui répondit-il tout bas, vous en eussiez pris facilement votre parti et je crois que je viens troubler un délicieux tête-à-tête. C'est d'autant plus cruel à vous, reprit-elle, sur le même ton enjoué, que vous sembliez vouloir me le ménager. Vous y comptiez, puisque vous ne l'aviez pas décommandé. Dois-je m'en aller? Non, restez. Je me résigne à vous supporter. L'Américain, après avoir salué Thérèse, avait ouvert son portefeuille et cherché une lettre qu'il était chargé de lui remettre. Thérèse parcourut cette lettre d'un air impassible sans faire la moindre réflexion. « Si vous voulez répondre, dit Palmer, j'ai une occasion pour la Havane. »« Merci, » répondit Thérèse en ouvrant le tiroir d'un petit meuble qui était sous sa main. « Je ne répondrai pas. » Laurent, qui suivait tous ses mouvements, la vit mettre cette lettre avec plusieurs autres, dont l'une, par la forme et la suscription, lui sauta pour ainsi dire aux yeux. C'est celle qu'il avait écrite à Thérèse l'avant-veille. Je ne sais pourquoi il fut choqué intérieurement de voir cette lettre en compagnie de celle que venait de remettre M. Palmer. « Elle me laisse là, dit-il, pêle-mêle avec ses amants évincés. Je n'ai pourtant pas droit à cet honneur. Je ne lui ai jamais parlé d'amour. » Thérèse se mit à parler du portrait de M. Palmer. Laurent se fit prier, épiant les moindres regards et les moindres inflexions de voix de ses interlocuteurs, et s'imaginant à chaque instant découvrir en eux une crainte secrète de le voir céder, mais leur insistance était de si bonne foi qu'il apaisa et se reprocha ses soupçons. Si Thérèse avait des relations avec cet étranger, libre et seule comme elle vivait, ne paraissant devoir rien à personne et ne s'occupant jamais de ce que l'on pouvait dire d'elle, avait-elle besoin du prétexte d'un portrait pour recevoir souvent et longtemps l'objet de son amour ou de sa fantaisie? Dès qu'il se sentit calmé, Laurent ne se sentit plus retenu par la honte de manifester sa curiosité. « Vous êtes donc américaine ?» dit-il à Thérèse, qui de temps en temps traduisait à M. Palmer en anglais les répliques qu'il n'entendait pas bien. « Moi ?» répondit Thérèse. « Ne vous ai-je pas dit que j'avais l'honneur d'être votre compatriote ? C'est que vous parlez si bien l'anglais. Vous ne savez pas si je le parle bien, puisque vous ne l'entendez pas, mais je vois ce que c'est. Car je vous sais curieux, vous vous demandez si c'est d'hier ou d'il y a longtemps que je connais Dick Palmer. Eh bien, demandez-le à lui-même. » Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.